L'aversion à la perte, elle est très présente, et si on n'a pas suffisamment musclé ses convictions, et si on n'a pas une stratégie suffisamment claire de pourquoi on investit, comment on doit investir, à quel horizon, ma pire erreur, ça a été de procrastiner certaines décisions d'investissement. J'ai loupé le coche à ce moment-là. Ça, c'est aussi un message de dire que les pires décisions, c'est justement de ne pas en prendre. Il y a un vrai coût à l'inaction, au fait de ne pas se lancer, avec quelques dizaines d'euros par mois. Il y a une nécessité absolue pour chacun de se constituer une retraite par capitalisation. On cotise, mais on le retrouvera à la retraite. La question, c'est combien on va retrouver à la retraite. Pour se protéger, que ça passe vraiment par aller investir son argent. Mais bien sûr, quel autre choix aujourd'hui ? La procrastination, c'est vraiment une erreur, parce que je le regrette aujourd'hui, de ne pas l'avoir fait suffisamment comme j'aurais pu le faire. Et la meilleure décision, pour moi, ça a toujours été de faire un pas. C'est un pas vers, même si c'est une petite décision. Quand il s'agit d'investissement, la réalité, c'est qu'avant d'espérer réussir, il faut accepter d'échouer. Quand j'entends la réussite de beaucoup d'entrepreneurs, il y a toujours eu des moments compliqués. Où on a la sensation d'être seul, où on touche le fond. En fait, on est tout simplement au fond de la piscine, quoi. La réalité, c'est qu'il faut accepter d'y plonger, parce qu'au fond de la piscine, on peut prendre appui pour remonter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Perspective de vie, le média qui vous aide à conquérir votre liberté financière. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on va parler d'argent, comme d'habitude, mais cette fois-ci différemment. Parce que si vous pensez qu'il faut être riche pour investir ou que la finance, c'est réservé qu'à une élite, vous allez être surpris. Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Simonin, le leader de la pédagogie financière en France. Il a créé les feuilles volantes. C'est ces fiches visuelles ultra pratiques qui rendent enfin la finance accessible à tous. Là, ça se présente comme ceci. Il m'a apporté son petit livre pour en parler. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Ah, attends, on est tombé, Guillaume, pile sur le sujet qu'on va aborder. Donc voilà, il a créé ces petites feuilles volantes qu'il a répertoriées dans son livre. Et ces fiches ultra pratiques qui rendent enfin la finance accessible à tous. Et donc en 2004, il a publié cet ouvrage qui s'appelle « Le guide visuel d'éducation financière. Devenez votre meilleur conseiller ». Donc c'est un best-seller qui a déjà changé la vie de milliers de personnes. Tu me disais, Guillaume, il s'est vendu à plus de 18 000 actuellement. 18 000 exemplaires. Waouh! Et donc, pour cet épisode, Guillaume va nous dévoiler comment, lui, il a compris les règles du jeu de l'argent et pourquoi, aujourd'hui, il veut vous aider à en faire autant. Il va nous donner dans cet épisode, j'espère, des clés concrètes pour faire travailler votre argent, même avec de petits moyens, vous allez voir. On va casser certains mythes, éviter les erreurs classiques et découvrir les stratégies gagnantes pour faire fructifier votre patrimoine. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide vraiment à continuer de vous proposer ce genre de contenu. Donc, likez, commentez et activez la cloche pour ne pas rater les vidéos tous les dimanches matins à 10h. Allez, c'est parti avec Guillaume Simonin. Bonjour Guillaume. Salut Célia. Merci Guillaume d'être venu sur la chaîne. Merci à toi de m'accueillir. Avec grand plaisir. Bienvenue dans nos studios, nos propres studios, que tu connais plutôt bien maintenant. Aujourd'hui, tu es une référence dans le domaine de la finance personnelle. Là, tu as énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup de monde qui te suit, qui apprécie vraiment tes fiches, elles sont très utiles pour tout un chacun. Mais j'aimerais, pour cet épisode, qu'on revienne à tes débuts. C'était pas écrit d'avance que tu te lances dans cette aventure, les finances personnelles. C'était pas écrit d'avance que tu allais évoluer dans ce domaine. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment clé dans ta vie où tout a basculé ? Ouais, effectivement, c'était pas écrit. J'ai pas fait d'études académiques dans le monde de la finance. J'étais même plutôt d'un côté ingénieur. Donc moi, j'ai démarré ma vie active dans le pétrole, donc rien à voir. J'étais sur plateforme pétrolière en Afrique. J'ai fait ça pendant quelques années. Et au bout d'un moment, j'ai eu une envie d'entreprendre. Alors, je ne savais pas que j'allais entreprendre dans le monde de la finance dans un premier temps. Mais la finance a quand même toujours été un petit peu présente. La finance personnelle, avant la finance corporate. Quand on parle de finance, toujours pareil, c'est de quoi on parle. Mais la finance personnelle a toujours été très présente. Dès que j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent, dès que j'ai été salarié, j'ai commencé à investir. J'étais autodidacte, je ne me faisais pas accompagner. Je suivais des newsletters, j'avais suivi des formations, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'en ai gagné un petit peu, je pense que j'en ai plus perdu que j'en ai gagné en étant autodidacte, mais c'est un peu le fruit de l'expérience aussi, le fruit de l'apprentissage.
il faut savoir parfois, voilà, je suis quelqu'un qui expérimente et j'ai appris en me plantant, tu vois. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, soit on prend le temps de se former et on ne fait pas toutes ces erreurs-là, soit on fait les erreurs et on apprend comme ça. Chacun le prend un petit peu à sa sauce, quoi. Moi, en tout cas, c'était très expérientiel, mon rapport avec l'investissement. Et j'ai eu l'opportunité, en fait, en 2017, de créer un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Alors, comment l'opportunité est arrivée? C'est que je me suis fait accompagner moi-même par un conseiller en gestion de patrimoine 2 ans auparavant. Après avoir fait toutes mes bêtises, je me suis fait accompagner par quelqu'un qui avait une approche un peu plus cadrée, un peu plus globale. Il m'a fait entrevoir en fait que le monde de l'investissement et le monde du patrimoine, c'était pas tout à fait la même chose, qu'on pouvait faire danser les choses un petit peu ensemble. Il m'a apporté une approche beaucoup plus structurante et globale. J'avais adoré cette approche-là. J'ai investi avec lui. Et quand il m'a dit, mais tu sais que, parce que j'avais montré beaucoup d'appétence pour ce métier-là, quand il m'a dit, mais toi aussi tu peux te reconvertir, parce que je me suis moi-même reconverti, tu peux le faire et tu peux démarrer une activité dans ce domaine-là. Mêlé à ça avec mon envie d'entreprendre, je me suis lancé en 2017 en créant un cabinet de conseil en gestion de patrimoine que j'ai cédé en 2022 après parce que l'histoire a fait que j'ai développé une approche extrêmement pédagogique dans ce cabinet, un peu à l'antipode de ce qu'on m'avait appris quand je me suis lancé, avec des méthodes commerciales, des méthodes de vente, etc. Moi, j'ai été très pédagogue et j'ai vécu une croissance assez intéressante avec cette approche-là. J'ai eu envie de céder mon cabinet tout simplement parce que ce qui me faisait le plus vibrer, c'était l'éducation financière, la pédagogie, le fait d'éclairer les gens. Et je voyais que tout simplement, en leur expliquant comment ça marchait, une relation de confiance se tissait et une prise de décision était beaucoup plus rapide. Ils prenaient leurs décisions de manière éclairée et j'étais la personne à qui ils confiaient la gestion et les investissements, tout simplement parce que je leur avais expliqué concrètement comment ça marchait. Et cette personne, ce conseiller en gestion de patrimoine, c'était ton CGP à titre personnel? C'était mon CGP à titre personnel, absolument. C'est lui qui m'a formé. C'était ton mentor. Ouais, exactement. Et qui t'a donné envie de faire le même métier. Ouais, il m'a même vraiment mis le pied à l'étrier, concrètement, parce que c'est lui qui a été l'étincelle de ça. Ouais. Et comment tu as eu cette idée? Tu étais ingénieur, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ingénieurs en France qui ne pensent pas aller investir leur salaire. Comment toi, ça t'est venu, surtout il y a quelques années de ça? C'était encore moins démocratisé que ça l'est aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis le Covid, il y a beaucoup plus d'investisseurs. Mais toi, c'était en 2018, quelque chose comme ça? Moi, j'ai commencé à investir en 2010. 2010, ouais. J'ai touché mon premier vrai salaire en 2010, à la sortie de l'école, lors de mon premier boulot. J'avais la chance de gagner pas mal d'argent, parce que j'étais sur plateforme pétrolière la moitié de l'année, donc je ne dépensais pas la moitié de l'année, j'étais nourri, logé, blanchi, je ne payais pas d'impôt sur le revenu, parce que je n'étais pas en France plus de 6 mois hors de l'année. Donc j'avais quand même une forte capacité d'épargne. Très rapidement, ça a imposé à moi la nécessité d'investir. Je ne me suis pas posé la question, en fait. Je me suis dit, bon, il faut que je puisse l'investir. Il faut que cet argent puisse servir autre chose. À l'époque, je n'étais pas aussi clair sur l'autre chose. C'était plus d'argent. C'était comment cet argent peut se transformer en plus d'argent de manière passive avec l'investissement. Je m'y suis très mal pris, très honnêtement. Mais en tout cas, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier sur ces sujets de bourse. Très tôt, je m'y suis intéressé, en fait. Tu dis, je me suis très mal pris. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme erreur? Parce que je pense que tes erreurs, ça doit être la plupart des erreurs. Mais c'est la plupart des erreurs qu'on fait ou que font les débutants à suivre. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'influenceurs sur les réseaux sociaux, mais il y avait quand même un certain nombre de personnes qui publiaient via des blogs ou des newsletters payantes qui faisaient ce qu'on appelle des calls, c'est-à-dire cette action-là va monter, il faut y investir. Bon, moi, je ne connaissais pas l'action, mais vu qu'ils disaient qu'il fallait le faire, je le faisais. Ah oui, donc toi, tu avais souscrit à ces newsletters. J'avais souscrit à ces newsletters, j'avais pris des abonnements, et ça ne s'est pas passé comme c'était écrit, comme ça ne se passe jamais comme c'est écrit. D'où l'importance de faire ses devoirs, d'où l'importance de se former, d'où l'importance, une décision pour l'un n'est pas la bonne décision pour soi. Ah oui, donc tu suivais un petit peu les conseils, recommandations Je suivais, mais sauf que le problème de suivre des recommandations, c'est qu'en général, les recommandations sont faites une fois que le gars qui a pu faire les recommandations a déjà fait l'action. Il a déjà effectué ça. Moi, je lisais ça peut-être 2 semaines après, 3 semaines après. J'y allais, j'avais pas le même point d'entrée, c'était complètement différent. Et surtout, je me suis rendu compte qu'un des sujets en investissement, c'est aussi le comportement que tu as face au risque
face à la volatilité. Donc en fait, c'est aussi très psychologique. Lui, il pouvait avoir un horizon très long terme. Moi, si ça montait très bien, j'aurais été capable de vendre très rapidement. Si ça baissait, j'aurais été aussi capable de vendre très rapidement parce que j'avais d'un seul coup très peur que ça baisse encore plus. Et donc, je me suis rapidement rendu compte qu'il y a un sujet technique, de dire comment ça marche, comment je peux investir, etc. Mais il y a un sujet à ne pas sous-estimer qui est très psychologique. C'est son rapport qu'on peut avoir par rapport au risque, par rapport à la perte éventuelle. On parle souvent de l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, la perte est beaucoup plus douloureuse que le gain peut amener du bonheur. À perte et gain équivalent, l'aversion à la perte, elle est très présente. Et si on n'a pas suffisamment musclé ses convictions et si on n'a pas une stratégie suffisamment claire de pourquoi on investit, comment on doit investir, pourquoi on le fait, à quel horizon, etc., on est très susceptible de prendre des décisions sous le coup des émotions. Et c'est honnêtement ça qui fait perdre de l'argent. Donc c'était ça ta pire erreur, l'aversion à la perte. C'était ça. Ouais. Alors, alors tu faisais quoi? Tu vendais, tu sortais, tu rentrais? Je faisais une espèce de trading, mais qui n'en était pas. C'était vraiment le boursicoteur débutant qui pense pouvoir faire des coups parce que l'action a perdu moins 20%, donc je suis rentré et qu'en fait elle repère moins 20%, voire moins 50%. Voilà, tous ceux qui ont déjà expérimenté un peu ça ont vécu ça. Donc, je ne sais pas si ça a été ma pire erreur, parce qu'en réalité, c'est source d'apprentissage pour moi aujourd'hui, ça. Ma pire erreur, ça a été de procrastiner certaines décisions d'investissement. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment ce que je vois comme étant ma pire erreur, notamment à l'époque, en 2010, où j'avais une surface financière, j'étais salarié en CDI avec une belle surface financière. Je n'ai absolument pas activé l'effet de levier du crédit en investissant en immobilier. Alors que la banque pouvait m'ouvrir les bras de lignes de crédit ou autres parce que j'avais une situation ultra saine. Oui, tu étais encore ingénieur. J'étais ingénieur, j'étais jeune, dans une boîte française connue. Voilà, on pouvait m'ouvrir des lignes de crédit pour investir dans l'immobilier. Les taux d'intérêt étaient bas, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait par ignorance, tout simplement, ou par le fait de dire je verrai ça plus tard. Et c'est après où je me suis rendu compte que quand on devient entrepreneur, l'accès au crédit il est beaucoup plus compliqué. Et donc, j'ai loupé le coche à ce moment-là. Donc, ça, c'est aussi un message de dire que parfois, les pires décisions, c'est justement de ne pas en prendre. L'inaction. C'est en investissement, il faut prendre conscience qu'il y a un vrai coût à la procrastination. Il y a un vrai coût à l'inaction, au fait de ne pas agir, au fait de ne pas se lancer, avec quelques dizaines d'euros par mois, peut-être. Ça, aujourd'hui, c'est un vrai message de dire... parce qu'en France, on a une aversion au risque qui est peut-être plus présente qu'on n'a pas la culture du risque. On a beaucoup de placements sécurisés, on a été biberonné à des taux garantis. Maintenant, on prend conscience que ça ne suffit pas pour lutter contre l'inflation, ça ne suffit peut-être pas pour préparer sa retraite, que l'État-providence n'existe plus. Et donc, nécessairement, il va falloir commencer à peut-être aller chercher un peu plus de rendement. Mais qui dit rendement dit risque. Et en France, il y a une vraie peur par rapport à ça, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas comment s'y prendre. Et donc, tout ça nourrit une procrastination. Tout ça nourrit le fait de dire « je verrai ça plus tard, c'est pas le moment. Aujourd'hui, Trump fout le bordel dans le monde, donc c'est pas le bon moment. Les marchés chutent, donc c'est pas le bon moment. Quand ils montent, ils sont trop, c'est pas le bon moment. C'est jamais le bon moment. Le meilleur moment, c'était il y a 10 ans. Le premier bon moment, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, en fait. C'est maintenant pour pas perdre cette opportunité de pouvoir se plonger là-dedans et ne pas perdre du temps, parce que le premier effet de levier qu'on a en tant qu'individu sur le sujet des finances personnelles et de l'investissement, c'est le temps qu'on a devant nous. Plus on s'y prend tard, pire c'est. Plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Oui, parce qu'on ne le rappellera jamais assez, mais c'est sur le long terme qu'on arrive à se constituer un vrai patrimoine. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre, mais c'est difficile à comprendre parce que notre cerveau est quand même pas mal limité sur des formats linéaires. C'est-à-dire, on parle souvent d'investissement de la mécanique des intérêts composés. On ne cesse de le répéter, tout le monde l'a entendu, enfin tout le monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, beaucoup de personnes tu peux encore répéter. Ont pu l'entendre, mais la mécanique des intérêts composés, c'est quelque chose qui est absolument magnifique parce que sur le long terme, il y a un effet multiplicateur
qui se dessine, mais cet effet multiplicateur, il se joue que sur le long terme. C'est une courbe qui ressemble à une exponentielle. Sauf que la première partie de la courbe, elle est très linéaire. On n'arrive pas à le voir, ça. Ça se joue sur le long terme. Ça se joue passer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Plus c'est long, plus la pente va être abrupte et plus le développement de nos finances va se faire. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour activer cette mécanique des intérêts composés, ce n'est pas une question de rendement, ce n'est pas une question de montant, c'est une question de choix et c'est une question d'agir aujourd'hui et ne pas procrastiner pour demain. Est-ce qu'on aura un exemple des intérêts composés pour que les gens comprennent bien que sur le long terme, ça fait quoi augmenter? Je sais pas, un exemple, j'ai rien qui me vient, mais un exemple du quotidien. Non, mais c'est un peu, il y a toujours une image, une analogie, c'est la boule de neige. Oui. On parle de snowball. Il y a notre ami Johan Lopez qui a nommé sa newsletter sur les finances comme ça. Mais le message, c'est ça, c'est de dire une petite boule qu'on va former, mais c'est nous qui décidons de la former, et de la faire dévaler sur la pente, va devenir de plus en plus grosse. La mécanique des intérêts composés, c'est comprendre que si on investit aujourd'hui 10 000 à 8%, 8% étant, parce que j'ai souvent mais 8% ça n'existe pas, 8% étant le rendement moyen des actions mondiales sur les 30 dernières années. Voilà, qui est quelque chose qu'on peut facilement répliquer en achetant ce qu'on appelle un instrument, un ETF. Voilà. Parenthèse faite, ça existe, 8% par an. 10 000 euros à 8%, l'année prochaine, on aura 10 800 euros. OK. L'année d'après, ce n'est pas 10 000 euros qui vont fonctionner à 8%, c'est 10 800 euros qui vont fonctionner à 8%. Oui. Et ainsi de suite, année après année. Donc, rien qu'en partant d'un 10 000 euros initial, on va avoir une exponentialité de la performance avec la composition des intérêts. Les intérêts qu'on fait aujourd'hui vont nous faire des petits demain, etc., etc. Et c'est vraiment cet effet boule de neige qu'on appelle la mécanique des intérêts composés. C'est mathématique, c'est pas magique, c'est mathématique, c'est une formule mathématique très simple. Et donc n'importe qui peut taper sur Google simulateur intérêts composés, faire une simulation à 5, 6, 7%, on prend les hypothèses qu'on veut, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et on voit la différence notable. Oui, il faut bien que vous qui nous écoutez gardiez en tête que l'argent ne travaille pas sur les 10 000 euros de base, mais c'est sur les 10 000 euros plus... Plus tous les intérêts accumulés dans le temps, année après année. Ouais. C'est où ça dans ton bouquin? J'imagine que tu l'as mis. Oui, ça y est, page, je ne connais pas exactement toutes les pages, mais on doit être dans les bases d'éducation financière, page 62. Allez, on va le montrer à la caméra. Comme ça, ils vont voir un petit schéma. Hop, page 62. La mécanique des intérêts composés. J'espère qu'ils vont bien voir à la caméra. Perceval, tu me dis si on voit bien. Mais ce schéma... Donc on voit sur le long terme que ça fait qu'augmenter. Ça fait qu'augmenter avec un effet exponentiel. Et il y a deux effets de levier, en fait, sur cette mécanique des intérêts composés. La mécanique des intérêts composés, c'est les règles du jeu. Et on peut jouer sur deux leviers, nous, en tant qu'individus. Le temps, plus on investit longtemps, mieux c'est. Plus on va avoir cette exponentialité-là. Donc là, on comprend bien que c'est nous qui activons ça. On décide aujourd'hui d'investir ou pas. Et le deuxième effet de levier, c'est celui du rendement. Nécessairement, plus le rendement va être important, plus la pente et donc plus l'exponentialité va se faire. Donc il y a quand même aussi un sujet de rendement. Le premier sujet, c'est le temps. Mais si aujourd'hui on décide d'investir sur son compte courant, ça n'a aucun sens. Ou on décide d'investir sur un livret A, ça n'a aucun sens. La décision doit aller plus loin, de s'exposer à du rendement. Parce qu'en doublant le rendement, on ne double pas la performance. On quadruple, en fonction de la durée, on peut quadrupler, quintupler la performance en fonction du rendement. Donc premier sujet, investir le plus tôt possible. Et si on a des enfants, pourquoi pas leur ouvrir n'importe quel contrat d'assurance vie ou autre enveloppe dès leur naissance en mettant quelques dizaines d'euros par mois parce qu'ils nous remercieront à 18 et à 20 ans sans avoir un effort conséquent. Et puis le deuxième sujet, c'est quand même la recherche du rendement. Et donc si recherche du rendement, il y a la nécessité d'intégrer ce que c'est le risque, comment ça fonctionne et comment agir en tant qu'humain qui a des émotions et qui voit les choses monter et descendre, la volatilité, les éventuelles peurs qu'on peut avoir par rapport à l'argent, par rapport à la perte. Ben voilà, il faut commencer à s'éduquer, à comprendre les bonnes pratiques et à construire une stratégie. C'est bien ton point que tu viens de dire. C'est pas un gros effort, effectivement. 10, 50, 100 euros par mois. J'ai envie de dire ce qu'on peut.
ce qu'on peut. Aujourd'hui, pour investir, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 euros. Aujourd'hui, avec quelques dizaines d'euros par mois, on peut investir. Oui. On peut investir avec quelques dizaines d'euros par mois. On peut investir en bourse, on peut investir en actions. On peut faire déjà plein de choses avec quelques dizaines d'euros par mois. Il faut juste se mettre soi-même face à son tableau Excel et puis se dire j'accorde telle dépense. Et puis là, je me dis, je me cadre tous les mois. Je prends une petite partie de mon salaire et ça, tous les mois, hop, ça part de côté. Il y a deux manières de faire. C'est soit on est un peu analytique, on a besoin de prévoir, etc. Et donc, on fait une bonne fois pour toutes un travail sur son budget. C'est-à-dire qu'on regarde sur les derniers mois combien rentre en général son revenu, son salaire, combien part. C'est les charges, c'est les loyers, etc. Tout ce qu'on a pour vivre. La différence de tout ça, s'il y a une différence, c'est une possible capacité d'épargne. Et on peut décider aujourd'hui d'allouer la totalité ou une partie de cette capacité d'épargne à l'investissement. Et il y a une autre manière de faire, qui est plus brutale, mais qui fonctionne tout aussi bien, c'est ce qu'on appelle se payer en premier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je décide de mettre 10% de mon salaire de côté. Donc, mon salaire tombe le 3 du mois. Le 4 du mois, j'ai un virement de 10% de mon salaire qui part sur mes solutions d'investissement. Et je fais avec le reste. C'est une autre manière de faire. Ouais. Mais oui, après, il faut se forcer, quoi. C'est vrai que les gens... Il faut se forcer, être régulier mais pour se forcer, il faut comprendre le sens, en fait. Ouais. Il faut mettre du sens à ce que c'est investir. Parce que c'est... si la seule promesse, c'est gagner plus d'argent, ok, tout le monde veut plus d'argent. Mais il faut voir plus loin que ça. Quel est le sens pour toi ? Il y en a plein, il est propre à chacun. Aujourd'hui, c'est juste repositionner l'argent comme un outil et pas comme une fin en soi. Moi, ça a longtemps été une fin en soi et je travaille vraiment sur ce sujet-là. C'était un objectif. Presque, il y a souvent cet adage, l'argent ne fait pas le bonheur. Ok, sauf que quand t'en as pas, tu penses que c'est l'argent qui va te procurer plus de bonheur et c'est plutôt quand t'en as que tu te rends compte que non, c'est pas ça qui fait le bonheur. Donc il y a un équilibre à trouver, il y a une paix à trouver par rapport à ça, mais il y a aussi des grands enjeux qui nous concernent tous à bien comprendre. Les deux enjeux qui nous concernent tous, le premier qui est revenu sur la table ces dernières années, c'est l'inflation. Okay. Aujourd'hui, quand on a une inflation qui augmente, à partir du moment où notre épargne, je ne parle même pas là d'investissement, notre épargne, ce qu'on a de côté, n'atteint pas le taux d'inflation, n'atteint pas le niveau, le rendement de notre épargne n'atteint pas le niveau du taux d'inflation, on a donc un rendement réel de notre épargne qui est négatif, on s'appauvrit. Donc on perd de l'argent. On a une baisse du pouvoir d'achat. On ne perd pas réellement de l'argent, parce que c'est ça qui est compliqué avec l'inflation, c'est que les 1 000 euros qu'on avait sur son compte, un an après, sont toujours 1 000 euros. Mais si l'inflation a été à 5% et qu'on a placé cet argent sur son compte courant à 0% ou sur un livret à 3%, le rendement réel est négatif. Oui, je peux acheter moins de choses. Je peux acheter moins de choses avec la même quantité d'argent, parce que les prix ont augmenté. Ouais. L'inflation, c'est la hausse générale des prix. Et donc, l'inflation a augmenté, les prix ont augmenté. Donc, peut-être qu'avant, avec ces 1 000 euros, je pouvais m'acheter 600 baguettes, je dis une bêtise, mais je vais pouvoir en acheter plus que 500 en fait. Et donc, ça, c'est un sujet parce qu'on a notre épargne qui fond comme neige au soleil à partir du moment où l'inflation galope. Et elle galope. Aujourd'hui, elle galope, elle a galopé. Le taux du livret A n'a pas compensé sur ces dernières années le niveau de l'inflation. Je pense même si on regarde sur les 20 dernières années, je n'ai pas le chiffre exact, mais le rendement réel du livret A, il est négatif. Donc, il y a un vrai sujet de se dire comment on peut déjà, première chose, préserver ce qu'on a acquis. Préserver notre épargne. Premier sujet. Et le deuxième sujet central qui nous concerne tous, c'est celui de la retraite. On est en France sur un système par répartition. Donc aujourd'hui, les actifs payent les pensions des retraités d'aujourd'hui. On a un système qui est de plus en plus déséquilibré. En 1960, on avait 4 actifs pour un retraité. Ok, ça marchait bien. Aujourd'hui, on est à 2, et quelques actifs pour un retraité. D'ici 2030, ça sera 1, et quelques, je ne me souviens plus des chiffres, actifs pour un retraité. On comprend bien que le financement, il va être complexe. C'est mathématiquement pas possible. C'est mathématiquement pas possible. On voit qu'il y a eu des réformes, il y en aura d'autres. On ne veut pas trop taper sur les retraités, donc on augmente l'âge de départ légal à la retraite. Mais tout ça, c'est un système qui est un peu complexe, qui n'est pas tenable dans le temps, ne serait-ce que quand on prend en compte notre démographie. Donc, il y a une nécessité absolue, à partir du moment où on agite le drapeau rouge, là, il y a une nécessité absolue pour chacun de se constituer une retraite par capitalisation.
Donc, c'est un choix. C'est-à-dire tu c'est peux moi. expliquer la retraite par capitalisation? La retraite par capitalisation, c'est juste... aujourd'hui, on aura une retraite la retraite par répartition, c'est le système légal qui est obligatoire. On cotise aujourd'hui. Voilà. On cotise dès qu'on a un salaire, dès qu'on est entrepreneur, dès qu'on se verse de l'argent, on cotise, on a des trimestres cotisés, etc. Mais ça sert à payer les pensions des retraités d'aujourd'hui. Donc ça, on le retrouvera. C'est un revenu différé, en fait. On cotise, mais on le retrouvera à la retraite. La question, c'est combien on va retrouver à la retraite. Ça, on ne sait pas. Les projections sont plutôt décourageantes. Quand on regarde le Conseil d'orientation des retraites, il y a un truc qui s'appelle le taux de remplacement. C'est le taux qu'il faut appliquer à son dernier salaire, celui juste avant de partir à la retraite, qui nous donne une idée de notre niveau de pension de retraite. Pour un cadre supérieur qui est aujourd'hui né dans les années 80, le taux de remplacement, il est aux alentours de 35%. Donc ça veut dire qu'à la retraite, on aura 35% en pension de notre dernier salaire. Donc pour maintenir son train de vie, il faut compenser ça. Peut-être pas jusqu'à 100%, mais il faut le compenser. Comment on le compense? Par la retraite par capitalisation. La retraite par capitalisation, c'est juste se dire, c'est facultatif, c'est je décide d'investir pour ma retraite. Et là, donc, c'est l'investissement. J'investis en bourse, j'ouvre des assurances vie, un PEA, un compte titre, enfin peu importe, il y a des enveloppes d'investissement et des actifs, mais là, je vais la préparer moi-même. Je me prends en main et je me constitue une partie de ma retraite moi-même. C'est ça, c'est ça. Ouais, tu as soulevé 2 points, l'inflation et la retraite. Et donc, selon toi, pour se protéger contre l'inflation et la retraite, ça passe vraiment par aller investir son argent. Mais bien sûr, quel autre choix? Ouais. Quel autre choix aujourd'hui? C'est-à-dire qu'en France, on épargne beaucoup. Enfin, il y a quand même presque un mal français. Aujourd'hui, l'épargne des Français, c'est 6 400 milliards. Pour se rendre compte, parce que quand c'est des chiffres comme ça, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. 6 400 milliards d'épargne financière, je ne parle pas de patrimoine immobilier, d'épargne financière des Français, c'est 2 fois le PIB de la France. C'est 2 fois la dette de la France. Donc, avec la moitié de l'épargne des Français, on rembourse la dette de la France. Ça ne se fera jamais, moi je l'espère. Ce serait de la spoliation de nos épargnes. Mais c'est juste pour avoir les ordres de grandeur. 6 400 milliards, plus de 50% de ces encours sont sur des placements sécurisés. Compte courant, livret réglementé, livret bancaire ou fonds en euros des assurances vie. On sait que ces placements-là aujourd'hui ne permettent pas de lutter contre l'inflation. Donc, sur plus de 50% de ces encours, il y a un appauvrissement. Donc, et le taux d'épargne des Français est aux alentours de 16%. Donc, en France, on épargne. On n'a pas de problème à épargner. On a cette culture de l'épargne. Maintenant, on n'a pas la culture de l'investissement. Oui, et c'est ça la différence. Oui, c'est sûr. Non, parce qu'il y a plein de personnes qui disent bah, si, c'est bon, je peux assurer ma retraite, j'ai les comptes remplis. Bah oui, mais si tu faisais le calcul et tu faisais une rétrospective sur des années, tu es passé à côté d'une belle opportunité de pouvoir avoir bien plus que ce que tu as aujourd'hui. C'est sûr. Oui, c'est ça. Donc tu parlais, je reviens un peu en arrière, tu parlais précédemment de ta pire erreur, la procrastination. Et que si tu n'avais pas procrastiné, tu aurais investi en immobilier. C'est vrai que c'est une vraie clé pour les personnes qui nous écoutent. On n'y pense pas, mais c'est vrai que c'est tout bête. C'est de se dire, on coche toutes les cases auprès de la banque. On est salarié, on a une bonne situation, on a un CDI, on est stable, on va acheter sa résidence principale. Même si les taux ont augmenté aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a un gros mouvement, une grosse panique en ce moment, les taux ils sont trop élevés. Mais non, en fait, même, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est très bien d'avoir ton avis, mais même si les taux sont élevés, on a accès au crédit, donc acheter de l'immobilier. Après, c'est des simples calculs. Je ne dis pas que les calculs sont simples, mais en fait, c'est un simple calcul de rentabilité. Le fait de pouvoir accéder à un crédit immobilier, c'est un outil au service d'un actif qu'on peut acheter qui s'appelle l'immobilier. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut quand même faire ses calculs de rentabilité, regarder si ça marche. L'investissement immobilier, ça peut être vite complexe si on fait n'importe quoi. Entre les loyers impayés, entre les travaux, entre tout ce qu'on ne prévoit pas. Voilà, je pense qu'il faut être assez sécuritaire là-dessus. Mais oui, aujourd'hui, le levier bancaire, c'est une clé d'enrichissement. Tous les plus riches l'ont compris. Aujourd'hui, les richesses se bâtissent avec le levier bancaire. Se bâtissent avec la dette, en fait. On prend de l'argent, pour acheter des actifs. On contracte de la dette pour acheter un actif.
L'actif monte, on rembourse la dette, on s'est enrichi. Et avec plus d'actifs, on peut contracter plus de dettes. Et voilà, il y a un effet cumulé. Et donc, l'immobilier, on le comprend bien. C'est un bien qui va être à 200 000 euros. Si j'arrive à faire un crédit à 200 000 euros, je contracte 200 000 euros à la banque. Donc, je prends la banque. J'achète cet actif et les loyers vont me permettre de rembourser soit tout le crédit, soit une partie du crédit. Je peux à la fin avoir un effort d'épargne, mais on comprend quand même la force de ce levier bancaire. Oui. Et donc, la seule contrainte, c'est qu'on ne peut pas emprunter tout ce qu'on veut. Il y a des règles du jeu, les 35%, etc. Oui. Même si dans d'autres cas, on peut aller un peu au-delà. Mais voilà, la règle du jeu, c'est quand même 35%. C'est génial. Il faut l'utiliser si on peut l'utiliser. Oui. À titre personnel, je vais acheter les murs de mes locaux commerciaux pour les studios d'enregistrement. Il y a plein de personnes qui me disent, donc je suis sur Paris, plein de personnes qui me disent mais non, mais à Paris, c'est pas rentable, ça sert à rien, c'est un mauvais investissement. Moi, je réponds non, si je suis locataire, je paye quasiment le même prix que si je payais un crédit bancaire. Moi, je fais exactement la même chose. La même chose. Moi, pas à Paris, à Limoges, donc le prix de l'immobilier est un peu différent. Mais c'est la même logique. Quand aujourd'hui, tu as une charge, tu as un loyer. C'est presque une décision logique. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une charge, tu as un loyer. Autant que ce loyer sur ton entreprise vienne servir ton patrimoine personnel en achetant via une SCI. Exactement, après, il y a des petites astuces. Tes locaux, logique. Bien sûr. Donc là, tu nous parlais de ta pire erreur, la procrastination. Quelle est ta meilleure décision financière ? Le fait d'agir. Voilà, non, en réalité, c'est pour ça que quand je disais les pires erreurs que j'ai faites en bourse, en achetant un petit peu n'importe quoi, je pourrais le voir comme la meilleure décision aussi. Tu vois, c'est à l'instant précis où je perds de l'argent, je peux dire que c'est une mauvaise décision. 10 ans après, je peux dire que c'est une bonne décision parce qu'elle m'a permis de me mettre sur le chemin sur lequel je suis. Donc, on n'est jamais la fin de l'histoire. Donc, moi, pour le coup, la procrastination, c'est vraiment une erreur parce que je le regrette aujourd'hui de pas l'avoir fait suffisamment comme j'aurais pu le faire. Et la meilleure décision, pour moi, ça a toujours été de faire un pas. C'est un pas vers, même si c'est une petite décision. Quand il s'agit d'investissement, si aujourd'hui j'ai un patrimoine conséquent, ça, je l'ai remarqué dans les clients que j'accompagnais quand j'étais conseiller en gestion de patrimoine. J'avais des clients, alors j'ai jamais accompagné des clients fortunés, j'ai jamais été ce qu'on appelle un family office. Moi, j'adressais des patrimoines entre 0 et 1 million maximum, ce qui est déjà très bien, mais voilà, c'est la typologie de clients que j'avais. Et en fait, ce que je voyais, c'est que c'était des gens qui avaient de l'argent, donc qui avaient un patrimoine, qui n'investissaient pas, mais qui avaient un patrimoine, mais que la décision était très dure à prendre parce que pour eux, ils imaginaient qu'investir, c'était prendre l'ensemble de leur patrimoine aujourd'hui et de le placer dans plein d'actifs risqués, selon une composition, une allocation d'actifs qu'on aurait définie, etc. Dès qu'on présente les choses comme ça, il n'y a pas d'action. La marche est trop haute. Aujourd'hui, il faut plutôt décomposer ça. En fait, le passage à l'action, il peut être très simple. Il peut être, j'ouvre un PEA. Je mets 50 € dessus. J'ai déjà fait un pas. Mais c'est déjà pas pareil. Quand j'ai ouvert un PEA, que je reçois des notifications, que je peux m'y connecter, que je vois comment on fait un ordre d'achat, de vente, déjà, ça me paraît un peu moins obscur. Peut-être que le deuxième pas, c'est de verser 1 000 € dessus. Ok, j'ai versé 1 000 €. Puis le troisième pas, c'est d'acheter ma première action, mon premier ETF. Je crois beaucoup à la petite force du pas qui, d'un seul coup, va faire que on va s'y intéresser et qu'au final, le paysage n'est plus le même. C'est comme quand tu fais de la rando, au fur et à mesure du temps que tu montes ton col, le paysage n'est pas le même, tu n'as pas la même vision. Tu dis, finalement, j'en ai chié là, je n'ai pas fait le pas, je ne voulais pas la faire, cette rando, mais c'est magnifique. Et qu'au final, j'ai plus la même vue et je peux... aujourd'hui, je peux aller un petit peu plus loin. Je vais intégrer ci, je vais intégrer ça. C'est la force du pas. Il faut agir, il faut faire un pas. Et un pas avec lequel on est suffisamment confortable. Là, les personnes qui nous écoutent se disent, oui, très bien, j'ouvre mon PEA, mais qu'est-ce que je mets là-dedans ? Qu'est-ce que tu leur réponds ? Moi, je pourrais leur répondre, se diriger vers des ETF parce que je crois beaucoup à ça pour l'investisseur particulier, ce qu'on appelle la gestion passive. Je ne sais pas si on en parlera, mais c'est un poil plus technique. Mais après, il y a le choix effectivement des actifs, etc. Mais si déjà le premier pas, c'était ça, voilà, d'ouvrir son PEA, et qu'après, on se pose une autre question, ok, on va aller chercher la réponse à cette autre question. Mais si d'un seul coup, la réponse de « j'ouvre pas mon PEA parce que je ne sais pas ce que je mets dedans », ok. Mais est-ce que c'est OK en soi, mais est-ce que ça te permet quand même d'aller chercher cette réponse-là pour pouvoir agir, ou alors c'est encore un élément pour procrastiner ?
Non, puis moi, je pousse beaucoup aussi, je répète tout le temps sur la chaîne. Si vous n'avez pas envie, ça ne vous intéresse pas, vous n'avez toujours pas décelé que c'est quand même un enjeu du point de vue de la retraite, de l'inflation, même pour ses enfants, pour soi, pour son émancipation, sa liberté, pour ne pas être dépendant de quelqu'un. Vous n'avez pas envie de vous former, de faire par vous-même, prenez un conseiller en gestion de patrimoine. Comme tu disais, il y en a qui adressent des plus petits patrimoines de 0 à 50 000 euros. Il y a des CGP, comme on les appelle, conseillers en gestion de patrimoine, qui adressent des problématiques à quelques euros par mois, en fait. Oui, et c'est très bien, qui accompagnent sur la création de patrimoine, pas que de la gestion de patrimoine. Oui. La gestion de patrimoine, sur la chaîne, c'est accompagnement à la création de patrimoine, accompagnement à la gestion de patrimoine et accompagnement à la transmission de patrimoine. Tout à fait. Puis oui, ok, il faudra rémunérer votre conseiller. Mais alors, vous le rémunérez, parce que c'est souvent ça, mais c'est trop cher. Oui, c'est trop cher, mais si il vous aide justement à faire fructifier votre argent, pas de problème. Bien sûr. Donc c'est vrai que moi, je répète souvent ça parce qu'il y a beaucoup de freins là-dessus et beaucoup d'idées reçues. De se dire, j'ai pas assez d'argent, c'est pas pour moi, je suis pas assez gros. Mais non, mais il y a effectivement ça. On ne sait pas qu'aujourd'hui, il y a des conseillers qui peuvent s'adresser à n'importe qui. Tout à fait. Donc, tu étais ingénieur de formation. Oui. Donc après, tu as basculé en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Est-ce que tu imaginais passer de l'industrie à la finance dans ta vie ? Non, je l'imaginais pas. Comme j'imaginais pas il y a 2 ans que j'allais créer un concept de feuille volante qu'il est vu sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est l'histoire de la vie. On ne sait pas de quoi demain est fait. Voilà. C'est dans l'inconnu. L'inconnu fait peur, mais il ouvre aussi un champ de possibilités. Et je ne sais pas de quoi demain est fait encore. Et comment tu as eu cette idée alors de feuille volante ? Ça a été... en fait, l'idée, je pense qu'elle a vraiment été progressive. Quand j'étais conseiller en gestion de patrimoine, que je développais une approche, que j'ai mis de côté très rapidement les méthodes de vente traditionnelles. Il faut suivre ça, il faut dire ça, il faut vendre comme ça. Et puis déjà, on appelait ça des méthodes de vente. Voilà. Moi, j'étais très gêné par rapport à cette approche. J'ai mis de côté ça très rapidement pour avoir ma propre patte. J'ai commencé à faire mes propres supports. Et en fait, il y a vraiment eu un déclic où je me suis rendu compte que le plus simple, quand je conseillais les gens, c'était de prendre une feuille de papier que tu as devant toi, un stylo, et de dessiner ce que je racontais. Donc j'ai développé cette approche extrêmement pédagogique dans mon cabinet, et je voyais qu'il repartait avec ces feuilles brouillons qui étaient parfaitement illisibles pour quelqu'un qui n'avait pas participé au rendez-vous, mais lui, il y avait tout dedans. Il avait participé à la création, au gribouillage, etc. Pour lui, c'était très clair, c'était un compte-rendu. Mais à la fin, j'envoyais ça, c'était les comptes-rendus de rendez-vous. Ils pouvaient l'expliquer à leur compagne ou à leur compagnon, tout simplement parce qu'ils avaient participé à ça, ils étaient capables de l'expliquer, ils étaient éclairés, ils étaient engagés, ils avaient fait un pas de plus et ils prenaient des décisions. Donc ça a été ma première rencontre avec ce que j'appelle aujourd'hui la pédagogie visuelle. Avec les feuilles volantes. Tu as déposé d'ailleurs la marque. Ouais. Alors, les feuilles volantes n'existaient pas encore. C'était vraiment des brouillons. Mais c'est ce qui m'a donné envie d'arrêter l'activité de CGP, de conseil, etc. pour soutenir ce mouvement de l'éducation financière qui, je ne savais pas, était un mouvement à l'époque. C'était plus une sensation, un ressenti de me dire... Ouais, en fait, c'est ce qui me fait vibrer, quoi. Concrètement, ce qui me fait vibrer, c'est de transmettre l'information et que j'arrive à le faire. J'ai acquis des connaissances, j'ai acquis de l'expérience et j'ai envie de le faire de manière ludique. Et progressivement sont arrivées les feuilles volantes. Comme je disais en introduction, tu voulais aussi... Toi, tu as compris les règles du jeu de l'argent et tu voulais que les autres aussi le comprennent. Ouais. Et je pense qu'avec en plus ton esprit entrepreneurial, tu t'es dit la feuille, je la refais 36 fois. Pour éviter de la refaire 36 fois, je vais la faire une fois au propre bien. Puis après, comme ça, je vais pouvoir la diffuser. C'est pas exactement comme ça que c'est né. C'est en fait l'histoire de la naissance du concept. Elle a été progressive. Donc j'avais mes petits supports, j'avais mes petits trucs, et on me disait toujours que c'était génial. Donc je savais que ça plaisait. Quand j'ai basculé d'une page blanche sur cette nouvelle activité, je me suis dit je vais me lancer sur les réseaux sociaux, je vais avoir une newsletter et ma seule métrique c'était de dire je veux développer une audience à travers ma newsletter et on verra demain ce que j'en fais.
Voilà, c'était ma seule stratégie. Quand j'ai démarré, c'était ça. Donc, c'était un peu fragile, mais c'était ça. Concrètement, je ne peux pas mentir, je n'avais pas une idée business folle. C'était juste de me dire, ouais, j'ai envie de faire ça et on va voir si après je fais des offres de formation ou autre. Mais j'avais pas d'offre au début. Non, au début, c'était vraiment l'envie de transmettre. Non, l'envie de partager et l'envie d'accueillir des gens dans une newsletter et de leur raconter des choses pour qu'ils s'éduquent financièrement. J'ai commencé à publier en septembre 2022 et j'ai passé 3 mois de traversée du désert à créer beaucoup de contenu, mais à avoir aucun résultat, mais absolument aucun résultat, qui m'a mis énormément de doutes, parce que je me suis dit, bon, est-ce que j'ai fait le bon choix ? J'ai quitté une activité qui connaissait quand même un certain succès pour écouter mon cœur ou mon bide et mes tripes et aller vers ça, mais concrètement, c'était... voilà. 3 mois, ça paraît rien, mais quand on est dedans, c'est un peu dur. Et puis, progressivement est arrivée l'idée de dire, mais qu'est-ce qui marchait quand j'étais conseiller en gestion de patrimoine ? Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me démarquer en tant que créateur de contenu ? Mais c'était même pas me démarquer. C'était plus, qu'est-ce que je peux faire qui est authentique ? Qui peut venir que de moi ? Et qui est ce que j'ai envie de faire, en fait, concrètement. Et qui est en soi, maintenant, c'est d'exprimer ce talent unique que chacun a. Chacun a son propre talent. La clé, c'est de le trouver. Il est souvent évident pour les autres. Quand on regarde quelqu'un d'autre et qu'on le connaît, on dit « mais c'est évident que toi, c'est ça ton talent ». Mais on est le seul à pas le voir. Donc, moi, c'est vrai que je ne l'ai pas vu tout de suite. Et j'ai conceptualisé une première feuille sur l'assurance vie que j'ai posté le 5 décembre 2022, je m'en souviens très bien, et le post a cartonné, les chiffres sur LinkedIn ont cartonné, les inscrits à ma newsletter ont cartonné sur un seul post, donc je me dis, je vais en refaire un deuxième, pareil, un troisième, pareil, un quatrième, pareil, et là c'était parti. J'ai appuyé sur ce champignon des feuilles volantes. Je les ai tout de suite appelées feuilles volantes parce que pour moi, c'était une évidence que c'était ce que je faisais avant, une feuille volante. Et un concept était né. Mais je ne savais pas qu'un concept était né. Pour moi, au départ, c'était juste du contenu. En fait, au final, un concept était né. Des maisons d'édition m'ont contacté. Des grandes boîtes m'ont contacté. Et puis, c'était parti. Et finalement, le modèle économique s'est construit comme ça. Et qu'est-ce que tu avais fait de différence en décembre pour cette feuille d'assurance vie? C'était la première fois que je le faisais de manière visuelle avec cet outil que j'utilise pour les faire qui s'appelle Excalibro. Ouais, mais l'outil s'appelle, on me demande souvent, il s'appelle Excalibro. L'outil, c'est rien. Il y a 8 boutons. C'est un tableau blanc avec 8 boutons. Là, c'était la première fois que tu utilisais Excalibro. Ouais. C'était la première fois. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la personne qui m'a fait découvrir cet outil, c'était un CGP que j'avais formé quand j'étais conseiller en gestion de patrimoine. Comme moi, j'avais été formé, j'avais aussi formé des CGP et qui aujourd'hui m'a rejoint et travaille depuis 1 an et demi avec moi chez Weezify. Ah, les belles histoires. J'adore les belles histoires. Justement, j'ai feuilleté le livre et je tombe sur la pyramide du patrimoine. Donc, j'avais une question pour toi. Si tu devais repartir de zéro, avec capital limité, quelle serait ta stratégie aujourd'hui ? La pyramide du patrimoine. Donc, je vous la montre. J'espère toujours qu'on va bien voir à la caméra. Donc, la petite pyramide du patrimoine. En fait, quand on... 58. Ouais, quand on démarre, c'est un bon cadre à avoir en tête. C'est pas moi qui l'ai développé, c'est un concept assez connu dans la gestion de patrimoine, la pyramide. Donc, dans la logique, la force du visuel comme ça, la force de cette analogie, c'est de comprendre qu'une pyramide, en général, on ne commence pas par le haut pour la construire. On commence par le bas. On a besoin de bonnes fondations et puis progressivement, on monte les étages. Et le concept de la pyramide, il est assez simple. Il est de dire le socle, la base, c'est le sujet de la résidence principale. Pourquoi je le mets sur la table, la résidence principale ? Je prends souvent l'exemple de Parisiens où le prix de l'immobilier est assez élevé, qui aujourd'hui ont peut-être un petit peu de patrimoine de côté et n'ont pas encore investi, mais il y a le sujet de la résidence principale. Est-ce que je veux acheter ? Est-ce que je veux rester locataire ? Est-ce que je veux acheter ? Est-ce que je ne vais pas demain m'expatrier dans une autre ville ou autre ? Donc il y a toujours ces sujets. Tant qu'on n'a pas répondu à ça, c'est souvent un frein pour investir. Je l'ai constaté quand moi j'avais des investisseurs parisiens. Pourquoi ? Parce que nécessairement à Paris, si on veut s'acheter un appartement, il faut faire un apport. Oui, donc, vu les prix, en général, il faut faire un apport. Et puis le prix de l'immo aussi. Et le prix de l'immobilier est assez important. Donc, on a peut-être mis, je ne sais pas, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros de côté. Mais on se dit, je ne sais pas, tant que je n'ai pas répondu à cette question de la résidence principale, je ne sais pas si j'en ai besoin pour mon apport ou pas. Donc, je ne vais pas investir.
procrastination. Et ça, c'est la meilleure, c'est la meilleure raison pour procrastiner. Donc, il y a quand même la vraie question à se poser de la résidence principale. Mais se la poser sincèrement. Se dire, OK, est-ce que je veux acheter ou pas ? Si oui, quand et à quel montant ? Est-ce que je peux ou pas ? Est-ce que je peux ou pas ? Il y a vraiment plonger dans ce sujet pour répondre déjà à cette question. Et il n'y a pas, je sais que certains vont faire l'apologie de la location versus l'achat, etc. Moi, je suis beaucoup plus mesuré là-dessus. D'un point de vue purement économique, effectivement, ça se questionne, la location et l'achat. C'est souvent, les calculs pourraient dire que la location est peut-être plus intéressante que l'achat. Sauf que la résidence principale, c'est quand même une niche fiscale à part entière. On n'est pas imposé sur la plus-value, sur la résidence principale. Donc c'est quand même... Voilà, il y a un vrai match. Je ne veux pas rentrer dedans, parce qu'on pourrait faire un épisode là-dessus. Mais il y a ce sujet de la résidence principale. Ensuite... Juste, excuse-moi, je te coupe avant qu'on passe à la deuxième couche de la pyramide. Tu as remarqué, là c'est plus psychologique, mais tu as remarqué que chez les personnes, il fallait vraiment commencer par la résidence principale chez la plupart des gens. La question de la résidence principale, elle est centrale chez beaucoup. Très honnêtement, c'est même pour moi. Moi, j'ai mis très longtemps avant d'acheter ma résidence principale. J'ai mis, on va dire que 2010, je commence ma vie active. J'ai acheté ma résidence principale l'année dernière. Voilà. Parce que c'était pas clair pour moi ni où est-ce que je voulais habiter, il y avait plein de questions. Ça n'a pas été un frein pour moi à l'investissement, parce que très vite je me suis dit non, ça me va d'être locataire, oui c'est peut-être pas forcément idéal, oui depuis 10 ans j'aurais pu avoir un crédit qui paye une maison, etc. Mais j'aurais pas pu vivre tout ce que j'ai vécu, j'aurais pas pu aller à l'étranger, j'aurais pas pu vivre nomade comme j'ai fait pendant 2 ans, j'aurais pas pu faire tout ça. Donc c'est très bien, mais c'est une vraie question à se poser pour chacun la résidence principale. Donc pour mettre un pied à l'étrier à l'investissement... On se pose la question que si ça bloque, c'est compréhensible. Aujourd'hui, le prix de l'immobilier est quand même assez important, à Paris et même ailleurs, voilà, même si c'est dans une moindre mesure. Donc, c'est nécessairement un sujet. C'est un premier blocage, je dirais, qui stoppe les gens à pas aller plus loin et à procrastiner. Exactement. Le sujet de la résidence principale, il est central. Ensuite, une fois qu'on a statué là-dessus, c'est de commencer à construire sereinement et à dire, je vais me mettre de côté un matelas de sécurité qu'on appelle l'épargne de précaution. Ultra important, c'est le lieu d'une épargne qui est tout de suite disponible en cas d'aléa de la vie, de coup dur ou quoi que ce soit. Le four qui tombe en panne, la voiture en panne, ou je me suis fait virer, enfin j'en sais rien, mais voilà, c'est un matelas de sécurité immédiatement disponible. Et là, oui, c'est la place pour le livret A, les livrets réglementés, voilà, c'est cette place-là. Ça doit représenter quel montant ? Alors, il y a des recommandations, c'est 3 à 6 mois de salaire, ou 6 à 12 mois de charge, ou carrément un forfait. C'est un peu au ressenti, en fonction de son niveau de patrimoine, je peux me dire, moi c'est un livret A complet, moi c'est 10 000 euros. Ouais, là c'est son... Là, c'est à chacun. Donc, soit si on ne sait pas, les guidelines, c'est bien de les suivre. 3 à 6 mois de salaire, c'est bien. Ça permet quand même de se retourner, etc. Mais chacun, quand on dit ça, 6 mois, non, c'est pas assez. Chacun le sait, en fait, quand on se pose la question. 3 mois, moi, ça me va. 6 mois, moi, ça me va pas. Il me faut plus. Il faut plus. Voilà. C'est sûr, c'est chacun ça... Chacun, si je suis salarié, fonctionnaire, peut-être que 3 mois, 4 mois, ça va me suffire, parce que si je suis entrepreneur, peut-être qu'il me faut plus. Voilà. Moi, aujourd'hui, il me faut un peu plus en tant qu'entrepreneur. Ça fait 10 ans que j'entreprends, j'ai pas vécu que des succès, j'ai aussi vécu de grosses galères. Donc, je sais que j'ai besoin d'avoir un matelas de sécurité, ou en tout cas une épargne sécurisée ou à faible risque, liquide, qui me permet, en cas de coup dur, de foncer, quoi. Moi, personnellement, je ne garde rien. J'ai 1 000 euros sur... Moi, je suis très... Ouais, mais c'est... Voilà, après, je pense qu'il y a un vrai intérêt quand même à se le constituer pour investir sereinement. Pourquoi je dis ça ? Parce que si demain, tu as besoin d'argent et que tu as investi et qu'il y a un krach boursier, que la valeur de ton portefeuille a fait moins 40% par rapport à il y a 2 mois, ça devient un problème. Parce que tu vas devoir retirer de l'argent là, parce que tu en as besoin urgemment pour... X truc, accident de la vie ou autre, ou projet, enfin peu importe, quelque chose qui n'était pas prévu hier et qui arrive aujourd'hui, le lieu de l'épargne de précaution, ça répond à ça. Oui, mais après j'ai sur des fonds euros, sur une assurance vie, je peux récupérer facilement. Oh, bien sûr. Oui, ça peut faire partie. Pour ça que c'est l'étage au-dessus, le fonds en euros des assurances vie, parce que pour moi, il joue vraiment le rôle un peu de l'amortisseur. En général, en fonction des contrats, attention, parce que le contrat des fonds en euros, il n'est pas réglementé, c'est un fonds géré par un assureur. Donc, il y a des assureurs qui vont distribuer 2%, d'autres qui vont distribuer 4,5% sur les fonds en euros.
Mais ça peut, pour moi, le fonds en euros, il joue un peu le rôle de l'amortisseur entre le court terme et le moyen long terme. Ils vont distribuer 4% de calque, c'est quoi ça pour les gens qui nous écoutent? En fait, le fonds en euros, c'est un fonds à capital garanti. Okay, donc l'assureur garantit ça, il va collecter des fonds, mais il a la liberté d'investir dans ce qu'il veut à l'intérieur. En général, ça va être majoritairement des obligations d'État qui ont un couple rendement de risque intéressant. Et aujourd'hui, un fonds en euros, pour connaître son rendement, il faut attendre le 1er janvier de chaque année pour connaître le rendement de l'année passée. L'assureur communique là-dessus et il raconte, il dit quel a été le rendement de l'épargne. Donc 2%, 3%, 4%, ça dépend de la gestion de l'assureur. Et ça, il te le promet? Non, ils ne promettent pas le rendement, ils promettent la sécurité du capital, hors frais de gestion. Très bien. Donc le fonds euro, puis après, je vois sur ta pyramide dans ton livre, bourse, immobilier... ensuite, c'est l'étage. Après, c'est une fois qu'on a fait ça, on a notre épargne de précaution, on a statué sur la résidence principale. Maintenant, il y a de la place pour investir. Il y a de la place pour prendre du risque. Et il y a de la place pour aller chercher du rendement. Et là, il y a historiquement 2 jambes. Pour avancer, c'est toujours mieux d'être sur 2 jambes. Il y en a une troisième que j'ai mis dans cet étage-là. C'est 3 classes d'actifs. Enfin, 3 classes d'actifs, non, pardon. Sur 3 manières d'investir. Il y a la bourse, l'investissement en bourse, en actions, en obligations éventuellement. L'investissement en immobilier, comme on a parlé tout à l'heure. Et il y a une troisième classe d'actifs qui est de plus en plus intéressante et qui est de plus en plus présente dans le patrimoine des Français, c'est ce qu'on appelle le private equity ou l'investissement non coté. C'est d'investir dans des sociétés qui sont non cotées en bourse. Donc accéder directement au capital ou via des outils de dette qu'on appelle la dette privée au capital de société. Ça, c'est l'outil de l'investissement. Il y a beaucoup de classes d'actifs, il y a beaucoup d'enveloppes fiscales auxquelles on peut faire appel. Si on n'y connaît rien, ça peut vite être complexe, mais ça peut aussi devenir très simple à partir du moment où on comprend comment ça marche et on a une cartographie un peu globale. Donc ça, c'est l'étage de l'investissement. On décide d'intégrer le risque à sa stratégie et d'avancer. Et après, le chapeau de la pyramide, le plus haut, le dernier étage, ça va être les investissements qui vont être qualifiés d'alternatifs ou exotiques. On y met dedans plein de choses. On peut y mettre les crypto-monnaies, on peut y mettre les montres, on peut y mettre, la forêt, maintenant, on peut investir dans tout et n'importe quoi, les voitures, le crowdfunding éventuellement. On peut mettre beaucoup de choses là-dedans. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, mais au moins d'avoir un peu un cadre. Voilà. Il y a toujours des premiers pas à faire. Oui, une feuille de route. Non, mais c'est super, ta pyramide, ça permet, comme tu dis, de faire les petits pas à chaque fois, de passer un étage. C'est ça. Ouais, c'est très bien. C'est psychologique, tout ça. Mais je pense que sur la chaîne, je ferai passer des coachs aussi. Ça peut être très intéressant. Je pense, ou même faire des études de cas. Parce que souvent, quand on entend un cas, on se dit peut-être qu'il ressemble au nôtre, et puis ça nous donne des clés de lecture. Oui, bien sûr. Et tu as évoqué précédemment que tu as eu des galères dans ta vie. Je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu. Ouais, non, mais la vie... Par rapport à tout ça, que les gens, forcément, ils aiment se reconnaître en nous. Donc, il faut pouvoir partager ça. Derrière des succès apparents, moi, je suis très content d'être là où j'en suis aujourd'hui. Après, la notion de succès, de réussite, elle est toujours très subjective. Donc, c'est... Mais... en général, se cachent aussi des longs chemins tortueux. Et moi, ça a été le cas. J'entreprends depuis 10 ans. J'ai entrepris plusieurs projets professionnels, dont certains qui se sont complètement gamelés, où j'ai été endetté, j'ai des boîtes qui ont été en liquidation. Donc j'ai envie de dire, c'est la vie d'un entrepreneur. On n'a pas trop la culture de l'échec en France. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Mais la réalité, c'est qu'avant d'espérer réussir, il faut accepter d'échouer. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est ma conclusion. C'est-à-dire que très longtemps, je n'ai pas accepté d'échouer. Et en fait, pour embrasser une forme de réussite, il faut accepter l'échec. Et que l'échec peut faire partie. Il n'est pas systématique, mais quand même, quand j'entends la réussite de beaucoup d'entrepreneurs, il y a toujours eu des moments compliqués. Où on a la sensation d'être seul, où on touche le fond. En fait, on est tout simplement au fond de la piscine, quoi. La réalité, c'est qu'il faut accepter d'y plonger, parce qu'au fond de la piscine, on peut prendre appui.
pour remonter. C'est pas mal ça. Et le pire, c'est de rester entre deux eaux. Voilà, de ne pas accepter l'échec, c'est rester entre deux eaux et finalement ne jamais pouvoir prendre appui sur ces échecs pour en faire une source d'apprentissage et pour pouvoir grandir. Oui, c'est ça, source d'apprentissage. Oui, il faut analyser. Et puis, comme un investissement, on peut perdre. C'est sûr, on peut perdre, mais il faut analyser pourquoi on a perdu à ce moment-là. Et puis, En fait, je crois beaucoup que tout a un sens. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, il y a probablement, même dans des épreuves, il y a probablement une super pépite à aller chercher. Il suffit de l'accepter, de le voir. faut Et écouter. que, voilà, c'est qu'à chaque fois que j'écoute moi, des histoires inspirantes ou autres, tu vois bien que ce qui inspire, c'est le fait que le gars ou la fille a vécu une galère et Bien qu'elle sûr. s'en est relevée, tout sûr. simplement, et parce qu'elle a appris des choses par rapport à ça. Mais moi, je ne considère pas du tout être au bout du chemin. Enfin, je considère d'ailleurs que c'est un chemin. Donc, en vrai, je ne sais pas de quoi est fait demain. Je pense qu'on peut mettre des années à bâtir quelque chose, on peut le perdre du jour au lendemain, comme le succès peut venir du jour au lendemain à partir du moment où on est soi, on le fait avec son cœur et que tout simplement on agit avec éthique, quoi. Son éthique. Oui. Agir avec éthique. Oui. Aussi bien C'est un sujet dans le monde de la finance, mais... Oui. Aussi bien sur le plan personnel que professionnel, agir avec éthique. Sinon, le karma retombe toujours. Ouais, voilà, on peut Oui. l'appeler comme ça. Ouais. Tu disais que tu avais constitué un beau patrimoine aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous partager Ouais, beau patrimoine, je sais pas. En fait, dans mon patrimoine a beaucoup fluctué. C'est-à-dire que j'ai très vite gagné beaucoup d'argent dans le pétrole. Donc ça, c'était... voilà, donc j'ai pu me constituer un patrimoine financier, donc pas immobilier, parce que je n'étais pas passé à l'action assez rapidement. Après, mes aventures entrepreneuriales, j'ai quand même beaucoup pioché dans le patrimoine, à retomber à pas loin de zéro après quelques années d'entrepreneuriat. Et puis là, on recommence à être sur une bonne tendance. Et en même temps, j'ai zéro regret. L'objectif en soi, c'est de vivre, en fait, tu vois. C'est de vivre tes projets. L'argent, il est là pour être au service des projets de vie et pas l'inverse. C'est pas mes projets de vie qui doivent se mettre au service d'un développement de patrimoine. Je sais pas si je me vois avec des millions d'euros à mes 80 ans. C'est pas un objectif en soi pour moi. L'objectif, il est plus de dire comment l'argent peut se mettre au service de ces projets. Et donc, entreprendre, se reconvertir, etc. Je suis très content d'avoir mobilisé une partie de mon épargne qui m'a permis de vivre ça, en fait, et de me mettre sur ce chemin-là. Tout à fait. Et il y a un sujet qui me tient à cœur aussi, c'est les femmes, tu le sais. Qu'est-ce que tu as constaté, toi, dans ton parcours, même en tant que CGP, aujourd'hui, avec toute l'éducation financière que tu réalises? Comment se comportent les femmes et comment est-ce qu'on peut intéresser les femmes aussi? Parce que moi, j'ai des témoignages, je me dis, mais c'est pas possible, mesdames, il faut changer. Ouais. En fait, je pense que le sujet de la finance, de l'investissement et les femmes, je l'ai découvert ces dernières années, en fait. Alors, honnêtement, je ne me suis jamais posé la question. Moi, j'ai eu dans mon cabinet de CGP, j'ai eu des femmes... seules, célibataires ou autres que j'ai accompagnées et j'ai pas senti un comportement différent. Moi personnellement, dans mon expérience, je n'ai pas vu de différence. En revanche, en partageant avec toi, avec d'autres, je constate que d'un point de vue macro, en fait, il y a effectivement des différences, des approches, qu'il y a des inégalités comme il existe dans la finance, et il existe partout là-dessus, et qu'il y a probablement des approches à avoir qui peuvent être différentes. Moi, aujourd'hui, quand je crée une feuille volante, je ne me pose pas la question du sexe. Très honnêtement, je ne me pose pas la question est-ce que ça va parler aux hommes ou aux femmes. Oui. Pour moi, c'est une pièce de connaissance que je fais avec ce que je suis et ça résonne à qui ça doit résonner. Et ton audience, il y a plus d'hommes, plus... Je sais pas. Moitié-moitié. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas l'impression que... Je sais pas si c'est moitié-moitié ou pas. Par contre, je sais qu'il y a des femmes et je sais qu'il y a des hommes. Et voilà, mais je ne saurais pas te dire de manière précise ça. Très bien. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu voudrais rajouter un dernier mot pour les personnes qui nous écoutent? Un dernier mot, peut-être, parce que sur le sujet...
le sujet nommé de l'éducation financière, Oui. il peut ne pas faire rêver, en fait. Oui. Tu vois, c'est, OK, l'éducation financière, c'est un beau mot, c'est une belle vision, on veut éduquer les gens, on veut qu'ils comprennent, etc. Ouais, et Mais puis mentalement, pour les gens, c'est encore du travail c'est un supplémentaire. peu le côté école, il faut que Oui. j'apprenne, etc. Et en fait, l'ambition que j'ai aujourd'hui avec ce format, ce concept des feuilles volantes, c'est de dire que la finance peut être simplement accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement à se plonger dans des kilos de textes, de livres, dans des heures et des heures de vidéos. On peut démarrer tranquille, il y a des approches qui sont différentes, notamment ces visuels. On peut tous les jours s'éclairer progressivement et surtout comprendre que il n'y a pas tout à saisir en fait. Il y a des bases d'éducation financière à avoir, ne serait-ce que tu partager, si tu n'as pas envie de le faire toi-même, ça s'entend. Moi, je peux comprendre comment fonctionne un moteur, je peux ne pas vouloir faire la vidange et je vais voir mon garagiste. Donc, par contre, il ne va pas me dire qu'il m'a changé les plaquettes de frein alors que j'étais venu pour une vidange. Voilà, Donc, il y a quand même des bases. Il y a une base à aller chercher qu'on n'a pas eu à l'école. Donc, il y a une base quand même à se construire pour pouvoir communiquer correctement avec des acteurs qui sont un peu plus experts. Même les acteurs experts, ils en seront ravis qu'il y ait des gens un peu plus éduqués sur ce sujet. La discussion sera beaucoup plus saine. Et surtout, il faut réussir à déconstruire cette méfiance généralisée envers le système financier. Aujourd'hui, c'est transparent, mais c'est très opaque. Je m'explique. Quand je parle de transparence, c'est qu'aujourd'hui, tout est écrit dans les conditions générales de vente de n'importe quel contrat d'assurance vie ou autre. Sauf qu'ils font 50 pages. Mais il y a tout dedans. Il y a tout, on ne vous cache rien. Mais il y a 50 pages écrits en petit. Donc personne ne lit, donc ça cultive une forme d'opacité et une méfiance envers le système. Aujourd'hui, je pense aussi que les banques doivent se recentrer sur leur vrai rôle de conseil plus que sur de la vente de produits. Donc tout ça a fait que il y a une méfiance un peu généralisée. Et puis, quand on va en parler comme ça, au détour d'une conversation ou autour d'un verre en terrasse, on va dire le banquier, il ne sait pas de quoi il parle, etc. Donc, il y a quand même ça, collectivement, il y a quand même ça. Et je crois que l'éducation financière peut permettre de bâtir une nouvelle relation de confiance. Si chacun s'éduque, chacun va être clair sur comment ça marche et les choses vont changer. Je crois beaucoup à l'éducation financière, qui est un peu cette petite révolution qui va venir par le bas. Parce que aujourd'hui, pour moi, travailler avec les grandes quasiment toutes les grandes banques en France, le sujet de l'éducation financière, il est absolument central dans leur stratégie. Parce qu'ils voient bien que les comportements financiers changent et ils voient la vague qui est en train d'arriver, c'est le transfert intergénérationnel de richesse. Oui, dans les prochaines décennies. 9 000 milliards. Dans les prochaines décennies, le patrimoine financier des ménages va changer de main. Des plus âgés aujourd'hui à des générations beaucoup plus jeunes qui ont des comportements financiers complètement différents. Pour beaucoup, complètement débancarisés des banques traditionnelles. Donc, il y a une nécessité de survie aujourd'hui pour les banques de commencer à bouger un petit peu le navire et de répondre aux vrais enjeux de demain et de s'adresser en fait à ces jeunes générations. Ouais. Je vous mettrai, vous qui nous écoutez, il y a un rapport du Sénat de 2024 qui détaille ça. C'est pas très long, c'est une page. Mais qui affirme effectivement 9 000 milliards qui va passer des baby-boomers vers donc, les nouvelles générations. Une des clés, c'est l'éducation financière. Et un des challenges de ça, c'est de pouvoir la diffuser de manière simple, ludique, pédagogique, pour sortir aussi de ce réflexe qu'on peut avoir de s'éduquer, c'est chiant. Voilà. En fait, c'est humain, en fait. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie dont tu fais pas. Bien sûr, il y en a que ça va passionner. Et donc, il faut changer des approches. On aura toujours besoin de créateurs de contenu avec leurs pattes différentes parce que on est tous différents. Et moi, je vais peut-être plus parler à certains. Et puis, toi, tu vas parler à d'autres. Et d'autres vont encore parler à d'autres. Et c'est très bien. On a besoin de monde. Bien sûr, on n'est pas concurrents. Chacun a sa communauté. Sa communauté le suit par rapport à sa personnalité. Non, mais c'est sûr. Non, mais bravo. Vraiment, Guillaume, c'est génial tout ce que tu fais, tout ce que les autres créateurs de contenu font aussi. Parce que, comme tu l'as dit précédemment, c'est un réel enjeu. Et l'argent, moi je le répète tout le temps, c'est effectivement, comme tu l'as dit aussi lors de cette émission, c'est un moyen. Et c'est pas sale non plus l'argent, je fais que répéter, c'est pas sale. Et ça, pour
voilà, pour moi, personnellement, c'est synonyme de liberté. Mmh. La liberté. T'es pas dépendant de quelqu'un, t'es émancipé économiquement. Mais Et ça cristallise beaucoup de choses, l'argent. Ça cristallise à la fois beaucoup d'espoir et à la fois beaucoup de peur. Donc je pense qu'il faut aussi assainir son rapport à l'argent. Et j'en suis très loin d'être au bout. Hein. Quand je dis ça, je me le dis à moi aussi. Hein. Je ne suis pas du tout donneur de leçons. Parce que l'argent, qu'on disait tout à l'heure, pour certains, c'est synonyme de bonheur. Parce que quand j'en aurai plus, je pense que je serai plus heureux. Et pour ceux qui atteignent déjà un certain niveau, ils vont dire non, c'est pas le cas. Mais quand même, ça contribue. Bon, voilà. Donc il y a une vraie relation que chacun doit construire avec l'argent. Ah, t'as raison. Ouais. Je rebondis là-dessus, ça me fait penser. J'ai fait une émission avec Angélique Feuchteinreich, tu le sais, donc c'est la directrice relations actionnaires individuelles de chez L'Oréal. Et elle me disait qu'il y avait une étude qui était sortie récemment, que l'argent pour les hommes, c'était synonyme de liberté, et pour les femmes, c'est synonyme d'anxiété aussi. Ah bon? Ok. Ouais. Okay. Donc, il y a un travail mental à faire. Ouais. Et je pense que c'est aussi le rôle des professionnels comme toi aussi. Donc, toi, vraiment, bravo, tu étais CGP, tu as fait beaucoup de pédagogie auprès de tes clients. Et je pense que c'est aussi le rôle des professionnels et multifamily officers, multifamily office, les conseillers. D'intégrer la pédagogie à leur activité. Ouais, c'est ça. De plus en plus essentiel. De transmettre et pas juste exécuter. Même banquier aussi. C'est bien de faire de l'encours, mais il faut aussi penser à la personne qu'on a en face de nous et faire de la pédagogie. Surtout que l'encours vient après la pédagogie. Bah oui, en fait, il y a aussi une autre approche à avoir, c'est que peut-être que c'est pas direct, mais on inverse en fait, c'est en faisant les choses correctement, bien, en éclairant les individus, ils prennent les bonnes décisions pour eux. Oui, certains iront ailleurs, certains font ci, mais la contrainte ne cultive pas une relation saine sur le long terme. Ouais, une relation de confiance. Un grand merci, Guillaume. Merci à toi, Célia. Merci pour cet échange très riche. Et vous qui nous regardez, si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner. Et si vous voulez approfondir ce que Guillaume vient de nous partager, je vous mets en description le lien vers son site internet qui s'appelle Weezify. Donc tu as ta plateforme aussi, hein. On peut s'inscrire sur ta plateforme, on a oublié de le mentionner. Oui, il y a une newsletter notamment là, avec 40 000 abonnés qui viennent doper leur culture financière toutes les 2 semaines. Et la fameuse newsletter. Donc Weezify, W-I-Z-I-F-Y, mais je mettrai les liens en description. Et puis pour ceux qui veulent aussi, hein, c'est l'ouvrage, voilà, avec plein de schémas. Donc, comme il disait, facile. Je le vois, moi, je le feuillette. C'est très, très imagé. Il y a plein de couleurs. Donc, sur sa table de chevet, 5 minutes le soir. C'est ça. Ou le matin au réveil, pour se mettre en forme. C'est ça. Merci encore d'avoir visionné cette émission. Donc, vraiment, tester, c'est le mot de la fin, il faut tester, expérimenter soi-même et puis surtout prendre le pouvoir sur votre avenir financier. Merci Guillaume. Merci Célia. À bientôt.